Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je viens à travers ce live continuer ce que j'avais démarré avec vous à travers l'impôt sur les sociétés. D'abord, comme mes collègues qui m'ont précédé, nous rendons un vibrant hommage à M. Si, professeur de droit des transports, paix à son âme, comme l'a fait M. Khalifa Ababacar Dramé à travers son brillant exposé. Paix à son âme et qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste. Maintenant, comme on avait dit, en fait, on avait commencé la partie concernant l'impôt sur les sociétés. On sait que l'IS, en fait, on avait dit que c'est la détermination du résultat imposable. On se basait sur le résultat comptable auquel on apporte un certain nombre de retraitements. C'est pourquoi, pour un premier temps, on a procédé à un retraitement fiscal des charges. Et pour un second temps, on était sur la partie retraitement fiscal des produits. On avait dit que les charges, pour qu'elles soient déductibles à l'IS, elles devaient observer un certain nombre de conditions. Il y a les conditions générales de déductibilité d'une part, et d'autre part il y a ce qu'on appelle des conditions spécifiques à certaines charges. Maintenant, on a passé en revue toutes les charges a priori. Maintenant, la dernière fois, le dernier live, on était vraiment sur le retraitement fiscal des produits. Et pour ce retraitement fiscal, on avait dit que tous les produits sont imposables. Mais la loi fiscale admet des exceptions à ce principe qui conduisent à retrancher du résultat comptable des produits, soit parce qu'ils sont totalement ou partiellement exonérés, soit où ils doivent être déduits du résultat pour des raisons diverses. Maintenant, on avait passé ou parfois même ce qu'on appelle soit c'est totalement ou partiellement exonéré, soit le bénéficiaire, soit le produit est bénéficiaire d'une imposition réduite ou différée. On avait vu le cas des plus-values de cession à réinvestir. On avait dit que lorsque l'entreprise, par exemple, a une immobilisation qu'elle a vendue et lorsque le prix de cession est supérieur à la valeur comptable, on avait une plus-value. Et cette plus-value pouvait faire l'objet d'une imposition différée lorsqu'on respecte un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il y avait ce qu'on appelle il fallait que l'entreprise s'engage à réinvestir pour un montant égal au prix d'achat du bien cédé plus le montant de la plus-value. Et il faut prendre l'engagement aussi de réinvestir dans les 3 ans, etc. Il y avait des conditions et il faut aussi le notifier au directeur général des impôts par une lettre. Ça aussi, on l'avait vu sur nos derniers lives. Maintenant, on avait parlé aussi du régime des régimes mères et filiales. Ça, on en avait parlé pour des dividendes. Quand une société A détient des actions ou des parts sociales au niveau d'une société B, ces actions ou parts sociales peuvent être exonérées jusqu'à hauteur de 95%. Normalement, la bonne pratique, c'est de déduire les 100% et de réintégrer les 5%. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est de déduire directement 95%. Mathématiquement, ça revient à la même chose. Mais la bonne pratique voudrait qu'on puisse réintégrer les 100% et déduire les 5%. Maintenant, autre chose aussi à comprendre dans ce cas d'espèce, autre chose à comprendre et qui est extrêmement important, c'est que pour qu'on puisse bénéficier de cette exonération partielle, il faut respecter un certain nombre de conditions. On avait dit que la société mère et la société fille doivent être des sociétés de capitaux. La société mère doit avoir son siège social au Sénégal. La société mère doit détenir au moins 10% du capital de la société fille, etc. Donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, on sait qu'on est dans le régime des sociétés mères et filiales. Donc, lorsque la filiale donne des dividendes à la société mère, ces dividendes-là sont exonérés jusqu'à autour de 95%. D'accord? Maintenant, autre chose à savoir sur ce point,
il y a aussi ce qu'on appelle, lorsque maintenant une condition n'est pas remplie, ça signifie qu'on n'est plus dans le régime des sociétés mères et filiales, mais on est dans un régime de droit commun. Et dans le régime de droit commun, on sait que l'exonération est portée jusqu'à 60%. Autrement dit, on doit déduire les 100% et réintégrer les 40%. Maintenant, par commodité de pratique, on essaie toujours de déduire les 60%, mais la bonne pratique, c'était de réintégrer les 40% et de déduire les 100%. Mais par commodité, comme je dis tout à l'heure, on déduit directement 60%, mais ça revient même. Maintenant, je pense que aussi on avait abordé les intérêts sur les obligations. Vous savez que il y a le marché obligataire, on peut avoir des intérêts là-bas. Maintenant, on vous dit, il faut regarder la durée du placement, c'est-à-dire la durée des obligations. Lorsque la durée est au moins égale à 5 ans, ou bien la durée est inférieure à 5 ans. Si la durée est au moins égale à 5 ans, on dit qu'on va opérer une retenue à la source de 6% et cette retenue, elle est libératoire. Elle est libératoire. J'avais expliqué la dernière fois le concept de libératoire et crédit d'impôt. Libératoire signifie que le fait de procéder à la retenue à la source, signifie que ce produit-là ne doit pas être imposé, donc ce produit est totalement exonéré. Parce que si on opère la retenue, c'est comme le produit est déjà imposé. Donc, en faisant le retraitement fiscal, il faut déduire la totalité du produit. Maintenant, il va de soi, lorsqu'on dit que la retenue est un crédit d'impôt, là c'est autre chose. Ça signifie que ce produit-là est imposable et la retenue opérée est un crédit, c'est-à-dire que après avoir calculé l'IS par exemple, cette retenue-là doit être déduite, doit être enlevée. C'est comme une avance sur impôt qu'on avait consenti, une avance à l'IS, comme les ISC, et on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre sur ce point, et c'est extrêmement important, le concept libératoire et le concept de crédit d'impôt. Et beaucoup de gens font des amalgames par rapport à ces deux concepts. Libératoire signifie que ce produit-là, il est exonéré du fait qu'on a opéré la retenue. Crédit d'impôt signifie que ce produit-là sera imposé et parallèlement, la retenue opérée sera déduite autant pour moi de l'IS qu'on aura à payer. D'accord? Donc c'est ça, par exemple, sur les obligations. Si l'obligation est au moins de 5 ans, on opère une retenue à la source de 6%, mais c'est libératoire. Mais si la retenue, si l'intérêt, si l'obligation est moins de 5 ans, la retenue à la source qu'on va opérer sur les intérêts est considérée comme un crédit d'impôt. Donc ça, il faudra faire la part des choses pour que ça vous permette demain de pouvoir comprendre. Dans beaucoup de cas, on observe que on peut avoir un impôt sur les sociétés, par exemple, de 22 millions, et après, on paye 6 millions. Pourquoi? Parce que peut-être sur les 22 millions, il y a des crédits d'impôt qui existent, notamment sur les intérêts, sur les obligations, mais il y a aussi les ISC dans certains cas. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des produits qui sont totalement exonérés. Qui sont totalement exonérés d'impôts sur les sociétés. C'est bien indiqué dans les dispositions du Code général des impôts. Maintenant, il faut comprendre aussi sur les DAT. Un DAT, c'est un dépôt à terme, c'est un placement à vue. Par exemple, lorsque je procède à un DAT, par exemple, je place de 50 millions à la SGBS ou bien 100 millions à la CBAO. Ça, ce qu'il faudrait comprendre dans ce cas d'espèce, c'est que sur les 50 millions que j'ai placés, la banque va me rémunérer. Mais la banque, en me rémunérant, par exemple, je place 50 millions, à la fin de l'année, par exemple, en guise d'exemple, la banque doit me donner 2 millions d'intérêts, par exemple, entre guillemets. Et si les 2 millions, la banque doit opérer une retenue à la source de 8% au titre des IRC. IRC, c'est intérêt sur les redevances et créances. Il y a une retenue à la source de 8%. Mais,
sur les DAT. Mais maintenant, le taux de la retenue peut être revu à 16% lorsque le placement n'est pas effectué dans une institution financière. Dans ce cas, c'est 16% qu'on va appliquer. Ce qu'il faut comprendre aussi sur les DAT, c'est un placement à vue et ce placement génère des intérêts. Maintenant, si ça génère des intérêts, par exemple au niveau d'une banque, autant pour moi, ce qu'il faudrait comprendre, la retenue à la source qu'on aura à opérer, cette retenue à la source est libératoire. Qu'est-ce que je dis? Cette retenue à la source qu'on opère du les DAT est considérée comme un crédit d'impôt. Hein? Ce n'est pas libératoire, c'est un crédit d'impôt. Maintenant, les DAT qu'on place dans les banques, la retenue à la source c'est 8%. Si par exemple c'est un autre placement hors banque, là le taux de la retenue est revu à 16%. Mais maintenant, il y a des intérêts sur DAT qui sont exonérés à l'IS. Lorsque vous faites par exemple un placement au niveau de ces institutions, la BHS, le Crédit Agricole, l'ancienne CNCA et l'Agence française de développement AFD, dans ce cas, les intérêts sur DAT concernant ces institutions sont exonérés d'impôts sur les sociétés. Donc, j'insiste très souvent sur les concepts libératoires et crédit d'impôt parce que c'est beaucoup d'amalgame qui existe sur ces deux concepts-là. Le concept libératoire signifie que, dans ce cas d'espèce, le fait de procéder à la retenue exonère le produit. Alors que quand on vous dit que c'est le contexte, c'est libéral, si c'est un crédit d'impôt en revanche, le crédit d'impôt constitue en fait quelque chose à enlever sur le montant de l'IS à payer après. Maintenant, pour les DAT, comme on a dit, c'est un dépôt à terme. Vous avez 50 millions. En matière de stratégie, au lieu de garder les 50 millions dans le compte courant, mieux vaut ouvrir un compte de dépôt à terme pour que ces 50 millions puissent générer des intérêts. Maintenant, s'il y a intérêt par exemple de 2 millions, la banque ne vous donnera pas 2 millions. La banque va opérer une retenue à la source de 8% au titre des ISC. Donc, au lieu de 2 millions, la banque vous donnera du genre 1 840 000. Les 160 000 seront considérés comme une retenue à la source, mais qui constitue un crédit d'impôt après. Un crédit d'impôt dans la mesure où ce montant sera déduit du montant de l'impôt sur les sociétés. Mais maintenant, les DAT donc, sont imposables, à l'exception des DAT qu'on a eu à faire au niveau de la BHS, au niveau de l'Alliance française de développement ou au niveau du Crédit Agricole, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ancienne CNCA. Donc pour ces trois institutions, c'est exonéré. On avait parlé aussi des subventions d'investissement. Une subvention d'investissement, c'est quoi? Une subvention d'investissement est une aide reçue de l'État ou d'un organisme en vue d'acquérir ou de financer des valeurs immobilisées, d'acquérir des biens à long terme. Vous pouvez avoir une subvention, comptablement, vous la traitez selon le SUSCOADA dans le compte 14, subvention d'investissement. Mais maintenant, à la fin de chaque année, on vous dit qu'il faut procéder au retraitement de la subvention. Et comment retraiter la subvention? On l'avait dit la dernière fois, il faut regarder est-ce que amortissable ou d'un bien. S'il s'agit d'un bien amortissable, la régularisation se fera en fonction de l'annuité d'amortissement. Et l'annuité d'amortissement, vous calculez ce qu'on appelle un taux de subvention, c'est-à-dire le montant, rapidement ça c'est comptable, le montant de la subvention divisé par le coût de l'immobilisation, vous avez un taux. Ce taux-là, vous l'appliquez sur l'annuité et c'est ce montant-là que vous devez reprendre. Débutant le compte 14 subvention d'investissement et vous créditez le compte 799 reprise de subvention d'investissement. Ça, c'est dans le cas où le bien il est amortissable. Mais lorsque le bien n'est pas amortissable, dans ce cas, il faut regarder est-ce qu'il existe une clause d'inaliénabilité. La clause d'inaliénabilité, c'est une clause selon laquelle la banque l'État vous interdit ou l'organisme vous interdit d'aliéner le bien pour une durée déterminée. Ça peut être 20 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 30 ans, etc. Mais s'il n'existe pas de clause d'inaliénabilité, on recommande de prendre 10 ans.
Autrement dit, si je reçois une subvention qui concerne un terrain non amortissable, le montant de la subvention est de 50 millions, on me dit que la clause d'inaliénabilité c'est 20 ans. Pour avoir le montant à reprendre sur chaque année, durant les 20 ans, vous prenez 50 millions, vous divisez par 20. S'il y a durée d'inaliénabilité aussi, on fait la même chose. S'il n'y a pas de durée, on prend 10 ans. C'est ça que recommande même le Cisco-ADA, et ça, ce dispositif a été repris par les dispositions du Code général des impôts. Donc, il y a des retraitements qui sont extrêmement importants. Mais aussi, pour les produits aussi, suivent l'esprit des charges. Les produits sont comptabilisés et imposés suivant l'exercice concerné. Donc, l'imposition différée d'un produit ne peut pas être effectuée si ce n'est pas prévu par une disposition expresse de la loi. On ne peut pas prendre, par exemple, une vente de 2019, par gré, on dit on le diffère en 2020. Et vous faussez l'esprit. Vous faussez l'esprit parce que généralement, la vente, si vous le constatez en 2019, alors qu'en 2020, vous avez eu à vous le différez en 2020, pour le comptabiliser en 2020, vous êtes en train de fausser un esprit, même comptable, ce qu'on appelle la spécialisation des exercices. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, en réalité, pour faire, en fait, l'épilogue de l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur les sociétés, en réalité, concerne plus les comptes de charges et de produits. Malgré qu'il y a une autre forme où on peut parler de la variation des capitaux propres, on peut retrouver le résultat, mais la méthode qu'on utilise surtout, c'est en prenant le résultat comptable auquel on apporte un certain nombre de retraitements. Et pour les retraités, on prend en compte les comptes de charges et de produits. Les codes de charges et de produits. Donc, il faut analyser spécifiquement toutes les charges et analyser spécifiquement tous les produits. Et regarder est-ce que les pièces justificatives présentées sont suffisantes et probantes. On l'avait dit dans les conditions générales de déductibilité d'une charge. Une charge, pour qu'elle soit déductible, elle doit être appuyée de pièces justificatives suffisantes et probantes. Il va de soi maintenant de pouvoir comprendre qu'il y a certaines charges aussi qui nécessitent un retraitement fiscal spécifique. On avait parlé des dons, on avait parlé des impôts et taxes, on avait parlé par exemple des loyers, etc. Il y a un ensemble de charges. Mais maintenant, les conséquences fiscales entre certains impôts existent. Par exemple, je prends exemple un compte comme le compte 634, redevance sur les brevets. C'est redevance. 634. Mais maintenant, il faut regarder. Si par exemple, je donne un exemple, hein, c'est une entreprise étrangère qui nous vend un logiciel de comptabilité. Et vous savez qu'on le considère comme une prestation de service. Il nous installe le logiciel, mais dans le contrat qui nous lie avec ces sociétés étrangères, il y a ce qu'on appelle la maintenance, un contrat de maintenance annuel. Par exemple, le contrat est de 2 millions par an de maintenance. Maintenant, le fournisseur, lorsqu'il nous envoie sa facture, comme le fournisseur, il est à l'étranger, le prestataire, il est à l'étranger, faites attention. Là-bas, s'il n'a pas d'établissement stable ou de représentant fiscal, il y a la problématique des BNC et la problématique de la TVA pour compte. Et ça, je le disais même sur mes derniers lives, ce sont les problématiques fiscales qui existent aujourd'hui dans nos entreprises. Beaucoup de redressements sont liés à la TVA pour compte et les BNC. C'est un cas simple, hein, un cas d'école, je vous assure, c'est un cas d'école. Le gars, il nous vend un logiciel qu'on met dans un compte d'immobilisation 213. Mais dans le contrat aussi, il est prévu une clause de maintenance, 2 millions par an. Mais sur les 2 millions par an, on doit calculer les BNC et on doit calculer la TVA pour compte lorsque le gars, il n'a pas de représentant fiscal, il n'est pas domicilié fiscalement au Sénégal. Donc, il y a les BNC à appliquer. On applique les BNC et ça dépend. Et pour les BNC, il faut faire attention, il y a les conventions fiscales. Et je vous ai dit, la convention, compte tenu de l'article 98 de la Constitution, je ne me rappelle plus du bon article, mais en tout cas, l'article nous dit que les conventions dûment signées et ratifiées ont une valeur plus forte que la loi. Donc, devant la convention et la loi, on applique la convention. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre aussi, sur ces cas,
Et c'est extrêmement important. Ce qu'il faut comprendre sur les cas, les BNC, TVA pour compte, c'est une problématique fiscale qui existe. C'est comme les transferts pricing, les prix de transfert. Ça aussi, c'est aujourd'hui une problématique fiscale dans le monde. On est bien d'accord parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les échanges intra-groupes, il peut y avoir des transactions en fait assez bizarres. Si par exemple, je vous donne un exemple, une société est en France, sa société mère est en France et la filiale est au Sénégal. Et que la société mère française ne veut pas que la filiale paye trop d'impôts au Sénégal. Qu'est-ce que la société mère peut faire, par exemple? Elle peut facturer, par exemple, des frais d'assistance technique énormes. Elle peut facturer, par exemple, des frais énormes. Ou bien lui vend un matériel à un coût exorbitant. On dit non, non, non. Les prix de transfert. Si une société mère vend à sa fille, vice-versa, il faut regarder le prix de pleine concurrence. C'est-à-dire, sur le marché international, ce même bien allait coûter combien? Donc, ça sont les problématiques fiscales. Donc, attention en fait à ces problématiques TVA pour compte, TVA pour compte BNC. Beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes physiques ou morales ne l'appliquent pas dans les entreprises et ça peut poser des problèmes. Lorsqu'un prestataire, la problématique des BNC, c'est ça. Lorsqu'un prestataire externe vient effectuer une un étranger vient effectuer une prestation au Sénégal qui n'a pas d'établissement stable, ni de représentant fiscal, si vous voulez. Dans ce cas, il faut opérer la retenue de BNC. Il faut opérer la retenue de BNC. Et la retenue de droit commun est de 20%. C'est normalement le montant brut fois 80% parce qu'il y a un abattement, appelé fois 25%, mais on sait 80% fois 25%, ça nous revient à 20%. Mais ce taux peut s'infléchir devant l'existence d'une convention internationale. Si on prend la convention avec la Chine, c'est 12,5%, la convention de l'UEMOA, c'est 15%, et la convention fiscale avec la France, c'est aussi 15%. Donc, il faut bien voir les types de conventions qui nous lient avec les pays. Mais en dehors des BNC aussi, il y a la problématique de la TVA pour compte qui peut être déductible lorsque vous reversez les BNC, mais qui doit par ailleurs respecter les autres conditions de déductibilité fixées par les dispositions du Code général des impôts. Ça, en amont. Donc, il y a un aspect, une revue en fait des comptes que vous devez faire. Donc, l'IS est très lié à la comptabilité. Il faut l'assumer. L'impôt sur les sociétés, il y a mon ami Talendia qui me le dit très souvent que l'IS est très souvent, c'est de la comptabilité même. Parce qu'il faut passer à revue tous les comptes. Nous, l'expérience que nous avons en fait en termes d'échange, quand par exemple on voit un compte, par exemple 63,83 réception, on regarde c'est quoi? Réception, on regarde, on entre dans le compte réception, on vérifie. Qu'est-ce qui la réception? Est-ce que c'est de la restauration sur place qu'on a donné aux salariés ou bien ce sont des cérémonies qu'on a organisées, etc. Mais si c'est la restauration qu'on donne aux salariés et que par ailleurs ce n'est pas taxé comme avantage en nature sur les salaires, dans ce cas, on le réintègre à l'IS. On le réintègre et ça sont des principes à retenir en matière d'IS. Sinon, tu peux même avoir des inspecteurs qui viennent, l'inspecteur peut venir réintégrer ça à l'IS et vous demander même de lire là-dessus. Mais ça, c'est une double sanction et ça, il y a des dispositions du Code général des impôts qui peut nous dédouaner. Mais en tout cas, au regard de l'IS, lorsque la nourriture offerte aux salariés n'est pas taxée, dans ce cas d'espèce, on le considère comme une charge non déductible et il faudra procéder à sa réintégration au regard de l'impôt sur les sociétés. Ça aussi, c'est un aspect fondamental à comprendre et à prendre en compte. D'accord? Ok. Maintenant, on avait dit que pour calculer l'impôt sur les sociétés, on prend le résultat comptable plus réintégration moins déduction. Maintenant, lorsqu'on a le résultat fiscal, pour calculer l'IS, normalement, on prend le résultat fiscal fois 30% le taux d'IS. Mais avant ça, je veux discuter avec vous des notions de déficit et d'amortissement réputées différentes. Parce que ça aussi, ça pose énormément de problèmes dans la pratique. Et la compréhension parfois pose problème. Vous pouvez faire par exemple résultat comptable plus l'intégration moins déduction, vous trouvez un résultat négatif, donc vous êtes dans le cadre d'un déficit.
Si par exemple, vous avez par exemple un résultat de, je dis quoi, une perte par exemple de 570 millions, vous avez réintégré 30 millions, vous avez déduit 20 millions, vous trouvez une perte aussi de 50 millions ou de 60 millions, de 50 millions, 60 millions, de 50 millions. Maintenant, si vous avez un déficit global de 50 millions, déficit, après avoir calculé votre résultat fiscal, vous avez moins 50 millions, ça signifie que vous êtes dans le cas de déficit. Pour ce qu'on appelle une bonne gestion fiscale, pour faire une optimisation sur le plan fiscal, ce qui est conseillé de faire, c'est d'éclater ce déficit-là en deux parties. La première partie, on l'appelle déficit ordinaire, et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle amortissement réputé différé. Pourquoi l'importance de cet éclatement? C'est important d'éclater le déficit global en déficit ordinaire et en ARD. Vous savez pourquoi? Parce que cela permet parce que s'il s'agit de déficit ordinaire, les déficits ne peuvent être reportés que sur 3 exercices. Autrement dit, si j'ai 50 millions, je le laisse en déficit ordinaire. Si j'ai 50 millions, je le laisse en déficit ordinaire. Les 50 millions, ce que je peux faire, je peux que les différer sur 3 exercices. Sur l'exercice, par exemple, si j'ai une perte de 50 millions en 2015, je peux que le reporter en 2016, 2017, 2018, c'est fini. Donc, je perds le report. Et là, ce n'est pas une bonne stratégie fiscale, ce n'est pas une bonne optimisation. Mais il va de soi, dans ce cas d'espèce, de faire ceci. Lorsque vous avez un déficit de 50 millions, la première chose à vous poser, qu'est-ce que vous avez passé dans votre compte 68 amortissement? Qu'est-ce que vous avez passé dans votre compte 68 amortissement? Si vous avez passé dans votre compte 68 amortissement, par exemple, 35 millions, dans votre compte 68 amortissement, 35 millions, il faut éclater ces 50 millions en deux parties. Sur les 50 millions, il y a 35 millions qu'on appelle amortissement réputé différé. Et il y a 15 millions qu'on appelle déficit ordinaire. De telle sorte que si je suis en 2015, les 15 millions, je les reporte en 2015 millions, je peux les reporter sur l'exercice 2016, 2017, 2018, c'est fini. Un déficit ordinaire ne peut être reporté que sur 3 exercices, alors que le report de l'amortissement réputé différé est illimité dans le temps. Il n'y a pas de limite dans le temps. On peut reporter l'amortissement sur X années. C'est pourquoi lorsque vous avez un déficit global, il faut l'éclater en deux parties, l'éclater en amortissement réputé différé et en ce qu'on appelle déficit ordinaire. Donc je reprends mon exemple. J'ai un déficit global de 50 millions. Je vais regarder sur l'année combien j'ai passé en amortissement. Si j'ai passé en amortissement, par exemple, disons 35 millions. Ça signifie que les 50 millions là, les 35 millions, je peux les considérer comme amortissement réputé différé et les 15 millions, je les considère comme un déficit ordinaire. Et le déficit ordinaire là, le report ne peut se faire que sur 3 exercices. C'est-à-dire que si en 2016, j'ai un bénéfice fiscal de 5 millions, je peux prendre 5 millions sur le déficit ordinaire. En 2017, j'ai 7 millions, je prends 7 millions. Il reste combien? 3 millions. Même 2018, si je n'ai pas une perte, au moins l'amortissement réputé différé de 35 millions, lui, il n'a pas de limite dans le temps. L'amortissement peut être différé sur X années. On est bien d'accord. Donc là, il faudra bien comprendre c'est la gestion des déficits et la gestion des amortissements réputés différés. C'est pourquoi il est conseillé, en cas de coexistence de plusieurs déficits subis au cours d'exercices différents, on doit reporter en premier les déficits les plus anciens. On reporte les déficits les plus anciens. On est bien d'accord. Donc là, le report doit s'effectuer par déficit et non en considérant en bloc l'ensemble des déficits. Donc, si vous faites ça, vous risquez d'être en porte-à-faux avec les dispositions de la loi. Donc, en fait, il y a un aspect extrêmement important, ce qu'on appelle optimisation fiscale. Beaucoup de gens pensent que optimiser sur le plan fiscal, c'est de dribbler l'administration fiscale ou de faire des pratiques qui ne sont pas catholiques. Mais ce n'est pas ça l'optimisation. L'optimisation, c'est de voir les dispositions du Code général des impôts qui nous permettront de pouvoir faire face à un certain nombre d'éléments. D'accord? D'accord? Maintenant, si vous avez des questions parallèlement, vous pouvez les écrire comme ça, je vais y répondre. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, il est important aussi
faisant votre déclaration d'IS, de regarder compte par compte, comme j'ai dit, les charges, les produits, etc. Lorsqu'il y a des produits financiers, regardez la nature du produit. Est-ce que c'est un intérêt sur une obligation? Est-ce que c'est un dépôt? C'est un dépôt à terme? Est-ce que ce sont des bons de caisse, etc. Parce que c'est important. Parce que chaque type de produit financier, la retenue à la source a un impact. Est-ce que la retenue elle est libératoire? Ou est-ce que la retenue est un crédit d'impôt, etc., etc. Parce que ça vous permettra en amont de pouvoir anticiper. Mais maintenant, attention, lorsque par exemple c'est une retenue ISC, par exemple, c'est un DAT que j'ai effectué dans une banque. C'est un dépôt à terme que j'ai effectué dans une banque et la banque a procédé à une retenue à la source de 8%. Avant de faire quoi que ce soit, je dois toujours vérifier. Je dois disposer de ce qu'on appelle l'attestation. La banque va me délivrer une attestation de telle sorte qu'en cas de contrôle fiscal, je pourrais déposer cette attestation pour dire que cette retenue ISC là et c'est un crédit d'impôt et voilà l'attestation. La fiscalité, il faut avoir une documentation solide et préparer le cas des contrôles. N'oubliez pas qu'au Sénégal, il y a deux types de contrôles sur le plan fiscal. Il y a le contrôle sur pièce, il y a le contrôle sur place. Le contrôle sur pièce, l'administration vous écrit une demande de renseignement. Une demande de renseignement pour vous demander un certain nombre de documents. Mais alors qu'un contrôle sur place, il se déplace chez vous et vous envoie ce qu'on appelle un avis de vérification. Et il y a une réunion de démarrage et une réunion de une réunion de synthèse. Et après ça, vous allez recevoir ce qu'on appelle une notification de redressement. Après, vous pouvez répondre. Après la réponse, il y a une confirmation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller en contentieux. Sinon, il y a les titres de perception qui vont sortir. Donc, ce sont des procédés assez clairs de procédure fiscale. Maintenant, là, il faut le comprendre. L'IS, encore une fois. Maintenant, pour terminer cette partie sur l'impôt sur les sociétés, ce qu'il faut comprendre aussi, sur l'IS, il faut, si vous calculez le résultat fiscal après déficit, vous appliquez 30%. Maintenant, après les 30%, il faut calculer le montant de l'IMF. Toujours. IMF égale, l'IMF c'est l'impôt minimum forfaitaire. C'est 0,5% du chiffre d'affaires. C'est 0,5% du chiffre d'affaires. 0,5% du chiffre d'affaires. Mais l'IMF ne peut pas dépasser 5 millions. Mais le minimum de 500 000 a été supprimé par la loi des finances de 2019, du 19 décembre 2019. La dite loi des finances a supprimé le minimum de 500 000. Mais le maximum de 5 millions subsiste toujours. Donc, si jamais, je donne un exemple, si jamais je calcule l'IS, je trouve 4 500 000 alors que l'IMF est de 5 millions, ça signifie que je dois payer l'IMF. Le montant de l'IS ne peut en aucune manière être inférieur au montant de l'IMF. Mais le maximum de l'IMF, c'est 5 millions. D'accord? Ça a été fixé par la loi des finances du 15 mars 2013. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'éléments qui est extrêmement important, qui permettent en fait qui permettent d'apprécier le calcul de l'IS, mais les retraitements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés, il faut bien les voir. L'IS, c'est de la comptabilité. Encore une fois, les comptes 60 achats, les comptes 61 transport, 62 services extérieurs A et 63 B, tout ça, il faut les regarder. Compte par compte, même les comptes 63, 84, le compte frais de mission, c'est important de les voir parce que ces comptes-là, généralement, le DG peut partir en mission, il y a des problématiques de justificatifs, etc. Et en cas de contrôle fiscal, s'il n'y a pas les pièces justificatives, c'est-à-dire le billet d'avion, le billet d'avion, la facture de l'hôtel, etc. et même un ordre de mission, ça peut être problématique. D'accord? Il faut faire énormément attention sur certains comptes. Retraitement, ok. Aussi, par exemple, sur les dons, il faut regarder les dons non déductibles. Et pour les dons, il y a l'IRVM. Il y a l'IRVM à payer. Ce n'est pas parce que le simple fait de réintégrer le don, c'est fini. Même si vous réintégrez le don, il y a la problématique de l'IRVM qui va subsister. Donc, s'il y a don aussi,
S'il y a don aussi, il y a une problématique de l'IRVM. Donc, par exemple, si votre compte 6582 don présente, par exemple, un solde de 6 millions, ce qu'il faut conserver non déductible, en fait, je dis le principe non déductible. Même si vous procédez à sa réintégration en bonne gestion fiscale, je dis bien en bonne gestion fiscale, en faisant vos écritures d'inventaire, vous savez ce que vous devez faire. Les dons, c'est 6 millions, non déductibles. Vous devez prendre les 6 millions, vous le divisez par 0,9. Vous avez le montant brut des dons et vous appliquez 10% au titre de l'IRVM. Par exemple, vous trouvez un montant de 500 et quelques mille et vous allez dans votre comptabilité, vous débitez le compte 6582 dons pour le montant de l'IRVM sur les dons et vous créditez le compte 4424. Et dans ce cas, lorsque vous réintégrez le montant brut. Parce que les impôts vont vous dire, les 6 millions, c'est dons nets. Ce sont des dons nets que vous versez. Alors que la base de calcul de l'IRVM, c'est le brut. C'est pourquoi avant de calculer l'IRVM, il faut reconstituer le don en net. C'est important sur les rémunérations des administrateurs, les PCA. Il y a l'IRVM de 16% à prendre, etc. Donc, il y a un aspect extrêmement important, une revue fiscale à faire en fin d'année. Maintenant, respectez les pratiques comptables aussi. L'IS aussi respecte les pratiques comptables, les factures non parvenues. C'est une pratique comptable parce qu'on vous a dit la charge doit être une charge de l'exercice au cours duquel elle a été engagée. La facture Sonatel du mois de décembre, très souvent on le reçoit en janvier, mais on doit faire le cut-off, ce qu'on appelle la spécialisation des exercices. Tout ça, c'est des aspects de revue fiscale à faire avant de procéder à la clôture. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes ou bien des décalages entre ce que vous avez en comptabilité et ce que vous avez, la réalité et ce que vous avez sur vos données comptables. Donc, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, on a parcouru en fait l'IS. C'était le dernier live sur l'impôt sur les sociétés. Et on en a fait, je pense, c'est la 4e ou 5e séance si ma mémoire elle est bonne. Et on a passé en revue tout. L'IS, c'est un impôt sur le résultat. On a parlé du champ d'application pour vous dire il y a les assujettis selon un critère organique, il y a les assujettis selon un critère matériel et il y a les assujettis sur option. Et troisièmement, il y a des personnes qui sont exemptées d'IS. On a parlé de la base imposable en vous disant que l'IS, pour calculer l'IS, il faut forcément faire un retraitement fiscal des charges et un retraitement fiscal des produits. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites une revue de tous les produits que vous avez, de toutes les charges aussi qui figurent au niveau de votre comptabilité. Et ça vous permettra quoi? Ça vous permettra en fin d'année, lorsque vous faites votre déclaration d'IS, d'être conforme à la réglementation. Sinon, il y a des redressements qui peuvent tomber. Donc, je vous remercie tous de votre attention et on se retrouvera, Inch'Allah, sur d'autres lives pour éclaircir d'autres points, soit en comptabilité, soit en impôt, en fiscalité, soit en audit. Merci de votre attention à tous. Merci.